Bonjour à tous, troisième matinée de conférence pour cette première édition du CEFIA Toulouse au MIT, le parc Expo de Toulouse Métropole. Ce jeudi 22 septembre, nous allons mettre à l'honneur les produits d'Occitanie et plus largement du Sud-Ouest. Comment innover tout en préservant son ancrage dans le territoire? Comment mettre en valeur le patrimoine agricole et culinaire régional? Comment garder un haut niveau de qualité tout en s'adaptant aux nouveaux usages de consommation ainsi qu'aux enjeux de compétitivité? Voilà, des questions importantes. Nous avons tâché d'apporter des réponses grâce à une série de regards croisés entre experts et fabricants de produits alimentaires implantés dans la région et plus largement dans le Grand Sud-Ouest. Des interventions, je vous le rappelle, qui sont diffusées en live sur mycefia.com et qui seront disponibles en replay dès la fin de cette journée. Tout d'abord, je vous présente le programme. Une séquence introductive avec des représentantes de l'agence ad hoc de l'AREA Occitanie, de la coopération agricole Occitanie. On va essayer de mettre en évidence les grands défis du moment pour le secteur agroalimentaire. On va faire deux focus, un focus sur la RSE, responsabilité sociétale des entreprises, et un focus sur l'enjeu des nouvelles technologies de l'industrie du futur. Avec les témoignages de deux entreprises, Café di Costanzo et Ballo Flurin. Et puis nous nous pencherons sur l'enjeu de la conception des ateliers de production avec le témoignage de la confiserie du Tech, accompagnée de la société Adint. Un focus sur une méthode, le Diag Ecoflux avec le CTCPA. Nous analyserons les forces et faiblesses des ressources agricoles régionales avec la Chambre régionale d'agriculture. Puis une table ronde avec trois entreprises innovantes, Rouage, Mium et PAPS. Et puis point d'orgue de cette matinée, le chef étoilé, doublement étoilé Michel Saran, nous fera l'honneur de partager sa vision de l'alimentation, de la cuisine, ses sources d'inspiration. Et nous ferons en live une séance de dégustation de quelques produits amenés par les entreprises. C'est une matinée tournée vers l'échange, donc n'hésitez pas à poser vos questions. On prévoira des séquences de questions-réponses à l'issue de chaque grande étape de cette matinée. Et pour entrer dans le vif du sujet, j'ai le plaisir d'appeler Cathy Baquier pour la coopération agricole Occitanie, Aude Dejean pour l'agence ad hoc et Anne Gérard pour l'AREA Occitanie. Merci de me rejoindre sur la tribune. Vous pouvez les applaudir. Merci à elles. Bonjour à vous de me rejoindre pour cette introduction. Alors, les défis à relever pour les entreprises et les coopératives agricoles régionales. Tout d'abord, Anne Gérard, vous êtes chargée de mission compétitivité à l'AREA Occitanie. Vous aidez les entreprises dans leur développement sur toute une série de sujets, qualité, sécurité, environnement, performance industrielle par exemple. L'AREA Occitanie, je le rappelle, une association régionale, l'association régionale des entreprises alimentaires d'Occitanie, un réseau d'entrepreneurs, 330 adhérents sur tous les secteurs d'activité, avec un site à Montpellier et un site à Toulouse. Alors, tout d'abord, comment caractériser le paysage agroalimentaire régional, Anne ? Alors, au niveau de la région, c'est vrai que c'est une particularité. On verra que c'est des très petites entreprises, mais c'est surtout effectivement, donc déjà l'agroalimentaire et l'agriculture, c'est quand même le premier employeur régional, avec 165 000 équivalents temps plein. Si on fait un zoom sur l'agroalimentaire, c'est 40 000 équivalents temps plein, ce qui représente à peu près un quart des emplois de l'industrie manufacturière en Occitanie et 10% de l'emploi agroalimentaire national. Voilà, c'était un petit peu pour planter le décor au niveau déjà des entreprises de la région. Alors ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'il y a quand même 5000 entreprises agroalimentaires en région Occitanie. Ça représente 22,5 milliards de chiffre d'affaires d'euros en région. Et en fait, donc, comme je l'ai dit en introduction, vraiment la particularité, c'est des très petites entreprises. Ce qu'il faut savoir, c'est que 95% du tissu représente moins de 20 salariés. Donc on a vraiment un tissu de petites entreprises. Et un effectif moyen, je crois, de 22 salariés si on prend l'ensemble. Tout à fait. Alors, merci pour avoir dressé effectivement cette typologie des entreprises régionales. Et du coup, forcément, ces caractéristiques, ça implique des défis. Quels sont-ils Alors les défis évidemment agroalimentaires, elles en ont, et surtout les petites, en ont beaucoup. Déjà l'attractivité.
C'est vrai que c'est difficile pour ces entreprises d'être attractives. Elles sont souvent dans des zones rurales. L'agroalimentaire est considéré comme un métier parfois quand même pénible, avec du chaud, du froid, beaucoup de manutention. Donc ce qui entraîne évidemment un recrutement compliqué pour attirer les talents. Donc aussi après au niveau plus environnement, évidemment l'eau, l'énergie devient de plus en plus compliqué, c'est un sujet du jour. L'eau, effectivement avec le réchauffement climatique, l'eau va être de plus en plus chère et de plus en plus rare, et l'industrie agroalimentaire consomme beaucoup d'eau, notamment pour le nettoyage. L'énergie, évidemment c'est aussi une grosse consommatrice d'énergie par les besoins en froid, vapeur, process. Si on prend après la problématique aussi des appros, les matières premières de plus en plus aussi compliquées, les prix augmentent. Donc ça c'est vraiment aussi une problématique pour les entreprises, et surtout évidemment avec le consommateur qui veut de plus en plus de local, effectivement il faut aussi trouver des appros aussi en région, et là il y a effectivement un défi en matière de prix et de quantité aussi au niveau des appros en région. La croissance aussi, un besoin de croissance qui peut être compliqué aussi pour les entreprises agroalimentaires, parce que besoin justement de talents pour les aider à grandir, et parfois aussi une contrainte réglementaire qui va être un petit peu plus forte quand elles vont grandir. Et puis pour finir, effectivement un besoin de confiance, on l'a vu pour évidemment les salariés, mais surtout aussi les clients, les consommateurs, qui ont effectivement besoin aussi de plus de confiance auprès de ces entreprises. Donc de nombreux défis à relever pour elles. Alors des défis effectivement dont on va parler tout au long de la matinée. Merci Anne. Sachant que, alors Anne, vous pouvez rester, mais allez-y, comme vous voulez, vous pouvez rester avec nous sur le temps de cette introduction. Effectivement, des défis que l'on va tâcher effectivement de mettre en lumière ce matin. Et puis il y a effectivement une réponse que tout le secteur effectivement a mis en œuvre. Et pour en parler, je vais donner la parole à Catherine Baquier. Vous êtes la directrice générale de la coopération agricole Occitanie. De loin, la fédération la plus importante, vous m'aviez dit, de la coopération agricole, avec 42 salariés, 5 sites pour couvrir une région avec une forte densité de coopératives, 320 coopératives exactement. Alors, beaucoup dans le secteur viticole en Languedoc-Roussillon, fruits et légumes en Midi-Pyrénées, et puis des grandes cultures, produits laitiers et transformation fromagère notamment. Alors, tout d'abord, Catherine, est-ce que le constat dressé par Anne vous paraît correspondre à la situation existante pour les coopératives ? Oui, bien sûr, on a les mêmes problématiques, sachant qu'en coopérative, on a en plus le volet amont, puisqu'il n'y aurait pas de coopérative s'il n'y avait pas d'agriculteurs, ce sont nos sociétaires. Et donc, on a des problématiques aussi pour renouveler les générations, assurer la rentabilité économique des exploitations, et à la fois avoir des coopératives qui soient aussi économiquement viables. Donc voilà, ça rajoute une complexité peut-être par rapport aux entreprises agroalimentaires qui n'ont pas cet amont à gérer, et qui est important effectivement pour notre région d'assurer la pérennité de la production agricole aussi. Et alors, face aux défis qu'a mis en lumière Anne, il y a effectivement un levier important, c'est le contrat de filière qui a été signé en novembre 2020, que la coopération agricole Occitanie pilote avec l'AREA Occitanie. Vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, bien sûr. Alors, effectivement, on a lancé cette réflexion en 2019, donc une réflexion commune avec AREA et la coopération agricole, qui nous a permis de bâtir une feuille de route pour l'agroalimentaire de la région. Je vois qu'ils sont là, évidemment, qu'on a pu faire tout ça grâce au soutien de la région Occitanie et de l'État aussi, qui nous accompagne dans cette réflexion. On s'est donné une feuille de route et une ambition pour l'agroalimentaire. On l'a partagé énormément avec les entreprises. La volonté, c'est que ça émane des entreprises, cette ambition. Donc je crois qu'elle est affichée. Voilà. Donc on l'a écrite en 2019, mais quand je la relis, je me dis qu'elle est toujours d'actualité. C'est développer en Occitanie une alimentation plaisir, plus saine et plus durable, avec des entreprises créatrices de valeur sur l'ensemble du territoire. Voilà, tous les mots sont importants et créatrices de valeur peut-être particulièrement. Tout à fait. Voilà. Donc cette ambition a passé la crise sanitaire, Covid, les crises économiques aujourd'hui qu'on a sur la problématique des intrants, du coût de l'énergie, etc. Mais voilà, c'est quand même toujours... mais elle avait vocation à aller jusqu'à 2025, cette ambition. Donc voilà. Mais on l'a bâtie avec les entreprises, et les entreprises ont contribué à la rédaction. Une ambition et puis 10 actions opérationnelles, 10 leviers. Tout à fait. Donc, pour cette ambition, on a fixé des défis et des engagements à relever grâce à 10 actions, effectivement. Si on reprend ces défis, il y a se renforcer. C'est important que les entreprises agroalimentaires, par rapport
à tout ce qu'on a dit par rapport à leur typicité puissent se renforcer. On a 3 actions que l'on décline sur la partie RH, une action formation, une action sur l'attractivité des métiers, on en a parlé, la qualité de vie de travail, c'est aussi important. Les nouvelles technologies, d'où notre présence aujourd'hui sur le CFIA. Une action stratégie aussi, les entreprises qui ont pu mener des actions plus en amont sur la stratégie ont mieux résisté aux différentes crises. Une action sur un défi sur restaurer la confiance par rapport aux consommateurs, effectivement, avec une action RSE, mais on va en parler. Une action sur réinventer les relations avec 2 actions filière appro régionale et mutualisation. Là aussi, essayer de répartir une meilleure valeur en faisant travailler les différents maillons de la chaîne alimentaire ensemble et en essayant de mieux valoriser la production agricole régionale. Une action aussi qu'on n'a pas encore mis en œuvre, mais elle sera mise en œuvre sur la dernière année du contrat, favoriser les échanges avec la notion de plateforme collaboratrice. Et puis promouvoir ensemble, effectivement, on a un agroalimentaire qui n'est peut-être pas suffisamment visible vis-à-vis du consommateur. Comment avoir un message fédérateur? Et c'est l'action Belle Histoire que l'on mène ensemble, notamment avec la région aussi, avec ADOC, qui est un de nos partenaires privilégiés sur pas mal d'actions. Voilà. Merci, 10 actions opérationnelles très concrètes et on va faire le focus sur le levier nouvelles technologies. J'ai le plaisir de donner la parole à Aude Dejean. Vous êtes chargée de mission agroalimentaire au sein d'ADOC, l'agence de développement Occitanie. C'est le bras armé de la région présidée par Carole Delga. Votre rôle, c'est justement d'accompagner les entreprises dans la création de valeur, de développer l'emploi dans la région. L'agence, c'est 200 collaborateurs répartis sur 20 sites. Donc, on l'a vu, des projets structurants portés par le contrat de filière et en particulier l'accompagnement des industriels vers les nouvelles technologies. Oui, tout à fait. Donc, une des actions qui explique aussi notre présence ici aujourd'hui, c'est l'action Nouvelles Technologies qui a donc pour objectif d'encourager la transformation du modèle industriel de la filière agroalimentaire et surtout d'accompagner ces entreprises pour aller, on l'a vu avec tout ce qui a été évoqué précédemment, pour aller vers un modèle plus performant, trouver des leviers qui améliorent la compétitivité des entreprises, vers un modèle aussi plus résilient. Malheureusement, on l'a vu avec notamment les crises qui s'enchaînent, la crise sanitaire, comment on arrive à passer les périodes de tempête, comment on arrive à se diversifier et à faire en sorte qu'on soit sur un modèle qui permette de passer ces moments difficiles. Et un modèle plus durable, là aussi on est en plein cœur de l'actualité, avec l'urgence climatique, avec toute l'attention sur l'énergie, les consommables, etc. Ce modèle plus durable qui participe aussi aujourd'hui à l'attractivité des entreprises et à l'attractivité des métiers par rapport aux nouvelles attentes des salariés, des consommateurs. Donc pour ce faire, on a mis en place pas mal de webinaires, de sensibilisation sur des sujets phares pour les entreprises agroalimentaires, la qualité, la traçabilité, la supply chain, etc. Donc toute cette matière est à disposition de la filière. Et on s'appuie notamment sur un dispositif mis en place par la région Occitanie, cofinancé par l'État et la région, qui est le parcours régional Industrie du futur, et qui permet en fait d'accompagner les entreprises par des experts référencés par la région, des experts de l'industrie du futur, qui vont permettre en fait de faire vraiment un accompagnement sur mesure, personnalisé, avec l'entreprise. Il y a une première phase qui permet de poser un diagnostic en étudiant en fait tous les leviers qui sont sources de performance dans l'entreprise. Et une deuxième phase qui permet d'être sur le déploiement opérationnel, la mise en place vraiment des actions selon un plan d'action priorisé et surtout avec un retour sur investissement rapide. Voilà, l'objectif, c'est d'engager des transformations qui permettent des impacts tout de suite. Merci Aude pour cette introduction. Alors engager effectivement une transformation, nous allons pour illustrer ce propos donner la parole à une entreprise qui a participé au programme. Alors j'ai le plaisir d'appeler à mes côtés Émilie Gavanier. Bonjour, vous êtes directrice associée de Café di Costanzo et puis vous êtes accompagnée du consultant référent, si je reprends le terme utilisé, en tout cas consultant spécialisé qui a accompagné l'entreprise. Alors
Tout d'abord, on va commencer avec vous, Philippe Lam. Vous êtes directeur développement sud de TopTech et vous êtes associé de cette entreprise créée il y a 21 ans et dont le siège est en Franche-Comté. Alors Philippe, effectivement, l'entreprise compte 35 salariés, mène 120 projets par an et vos métiers, la performance industrielle, la compétitivité et puis aussi, et c'est très important, l'accompagnement des femmes et des hommes effectivement qui font cette transformation. Alors tout d'abord, rentrons effectivement dans le vif du sujet. Quels sont les leviers que vous avez actionnés pour accompagner l'entreprise ? Alors, pour pas qu'il y ait de doute sur mes origines franc-comtoises, il suffit que j'ouvre la bouche et il n'y a aucun doute. Parlez bien près du micro, Philippe. Nous sommes effectivement très présents en Occitanie, bien sûr, depuis de nombreuses années. Alors, dans le cadre de cette opération qui s'est faite en 2 temps, effectivement, on a d'abord fait une phase de diagnostic sur ces quatre ingrédients, ces 4 piliers. Il y a des saveurs dans l'agroalimentaire et dans la cuisine. Nous, on va s'appuyer sur la cohérence de ces saveurs. La première, on va la résumer sous forme d'un tuyau. Finalement, c'est l'organisation de l'entreprise, sa chaîne de valeur, qu'on a besoin d'améliorer en 3 dimensions, fuite, longueur, ouverture. Les fuites, c'est du rendement matière, de la non-qualité, etc., qu'on va retrouver. La longueur, c'est le temps de passage, la réactivité, le délai, l'adaptabilité aux besoins des marchés. Et puis l'ouverture, c'est la productivité, la capacité à produire à ISO moyen ou à moindre coût. Le deuxième élément, c'est comment on planifie, comment on anticipe, comment on alimente ce tuyau. Le troisième pilier, c'est comment on conduit ce tuyau. Est-ce qu'on a les bonnes informations au bon moment? On sait tous que rien ne se passe jamais comme c'est prévu dans la vie des entreprises. Plus vite je détecte, plus vite j'agis sur un écart, moins il me coûte cher, moins on est bousculé, plus on est efficace. Et puis le dernier, il est très important. Notre métier, on l'a dit, c'est repenser les organisations pour aller chercher de la performance, mais il faut que les hommes y trouvent du confort et de la sérénité. On a parlé de qualité de vie au travail dans l'intervention précédente. C'est important, on ne peut pas faire si les équipes n'y trouvent pas leur compte. Donc oui à la performance, mais oui aussi au confort et à la sérénité. C'est ce dernier élément, le pilier de ce qu'on appelle les bonnes pratiques de supervision. Comment je joue mieux, sans courir, mon rôle et ma responsabilité de ces hommes et ces femmes qui créent la valeur dans les entreprises. Voilà. Et ce qu'on a fait avant de passer la parole à Émilie, puisque finalement c'est quand même le mieux, c'est ce qu'ils ont vécu. Notre métier, on ne vient pas avec une recette, je reste dans le monde agroalimentaire, on ne vient pas avec une recette expliquée aux entreprises qu'en appliquant cette recette, ça va bien marcher. On vient avec des ingrédients. Et on fait la recette avec les gens qui font le travail tous les jours. Yaka Faucon, on la met en place et on s'assure que ça fonctionne. Normalement, chacun y trouve son compte. L'entreprise de la performance et les équipes du confort et de la sérénité. Donc chaque projet est différent. Et quelles ont été justement les particularités avec le projet que vous avez mené avec Émilie? Comme à chaque fois, le métier a ses particularités, ses contraintes, et là, j'allais presque dire, c'est différent à chaque fois. La chose qui est par contre constante, c'est que les équipes voient arriver un expert. On n'est pas expert ni du café, ni de la torréfaction, ni de rien. Donc il y a toujours un petit peu cette phase où on se dit « Oh là là, c'est quoi ce truc? Comment on va venir m'apprendre mon métier ?» Et puis très très vite, les équipes comprennent que quand on parle français et que c'est simple, il y a une dynamique humaine qui se met en œuvre, les idées fusent, il faut même quelquefois les canaliser. Et puis très très vite, les choses se sont mises en place. Et puis je pense que le mieux pour en parler, c'est Émilie, en effet. On va donner la parole à Émilie. Vous êtes une passionnée de café, Émilie. Effectivement, Café di Costanzo, c'est une entreprise que vous avez repris il y a une quinzaine d'années avec votre mari, basée à l'île Jourdain. Donc, torréfaction autour de 150 tonnes de café vert par an, une vingtaine de salariés, un chiffre d'affaires de 3,3 millions d'euros. Pourquoi vous vous êtes engagé dans ce programme et pourquoi avoir fait appel du coup à TopTech? Pardon. Bonjour à tous.
Merci donc pour la présentation rapide. Donc, je suis Émilie Gavani, effectivement torréfactrice à l'île Jourdain. Donc, on a repris il y a 15 ans et c'est vrai en 15 ans, on est passé de 2 à une vingtaine de salariés. C'est vrai qu'on n'est pas passé, on avait fait une formation d'ingénieur en agriculture à l'école de Toulouse, de Purpan, mais on n'est pas passé par une grosse société d'agroalimentaire et on n'a pas eu d'expérience forcément. Et moi, il y a un an, on a eu aussi la crise Covid, puisqu'on travaille beaucoup avec les cafés, hôtels, restaurants. Donc étant fermés, c'est vrai que nos équipes ont été beaucoup en chômage partiel. Donc en fait, on s'est posé la question de trouver des solutions de structuration, de management. Et c'est pour cette raison et aussi grâce à Industrie du Futur, qu'on a découvert avec la CCI du Gers, TopTech. Et structuration, et puis aussi sur le plan commercial, je crois, un nouveau débouché avec la GMS depuis un an. Donc tout ça est concomitant. Oui, forcément, avec des périodes de chômage partiel, nous, on s'est posé beaucoup de questions. Donc on a effectivement, depuis un an, lancé une gamme en GMS en direct. Et donc, volonté de structuration, appel effectivement à une société externe, programme Industrie du Futur. Comment ça s'est passé? Quel a été le premier temps d'échange? Alors, la première phase, c'est vraiment un diagnostic de la part de TopTech qui permet de voir les besoins de l'entreprise avec aussi nos besoins à nous, en tant que chef d'entreprise et des équipes. Et en fait, on est vite passé à la deuxième phase de 25 jours. Pour nous, ça a duré 25 jours. C'était vraiment, effectivement, pour le chef d'entreprise et les équipes, beaucoup de remises en cause, forcément, pendant ces journées de consulting. Mais ça nous a permis, nous, de mettre en place beaucoup de structuration, des outils qu'on n'avait pas, des tableaux de bord, des points du jour, des comités de pilotage, des niveaux minimum, maximum de production. On a pu aussi, puisqu'on n'était que 20, en fait, TopTech a fait vraiment du sur-mesure avec toute l'équipe, c'est-à-dire que c'est vraiment du conseil individuel, mettre en avant aussi les valeurs ajoutées de chacun, ce que moi, je ne m'étais pas permis de faire en 15 ans. Parce je pensais parfois les avoir mis dans un contrat avec une fonction et de se rendre compte que finalement, il vaut peut-être mieux que le salarié fasse ce qui lui plaît et là où il est le meilleur. Donc c'est vrai que nous, on a que du positif. Alors justement, du positif, quels sont les bénéfices concrets? Est-ce que vous avez pu les évaluer? C'est peut-être encore un peu tôt. Alors c'est vrai que le diagnostic s'est fait ce printemps et on a fini donc avec TopTech ce début d'été, en juillet. Concrètement, on n'a pas chiffré pour l'instant. C'est plutôt en fait une sérénité. On a réussi dès qu'il y a un grain de sable ou un problème ou un goulot ou un écart sur la production, sur la météo, sur n'importe quel étage dans l'entreprise, on arrive à la détecter, à en parler tout simplement et à trouver une solution, alors plus ou moins rapide, plus ou moins court terme, des fois c'est dans la minute et sinon c'est une semaine ou un mois, mais en tout cas on a beaucoup pris en sérénité et même les équipes au niveau structuration et après forcément on a aussi progressé en management. Alors, on imagine une vie dans l'entreprise plus sereine et quelque part, quand on est plus serein, on travaille mieux et peut-être que le produit fini aussi en bénéficie. Est-ce qu'il y a eu un effet sur la qualité gustative? Alors, qualité gustative, non. Parce que c'était notre fer de lance depuis le début. Nous, on travaille sur des cafés de spécialité. Donc là, je vois, on parle d'industrie agroalimentaire. Nous, on est vraiment sur un café haut de gamme qui représente que 4% du marché français du café. Donc c'est vraiment un café où là, je pense qu'on est bon, on a quand même gagné le meilleur mélange expresso l'année dernière de France. Donc je pense, sans vouloir se vanter, qu'en qualité on était bon, mais après on avait besoin de structuration, ce qui va nous permettre sûrement d'affronter pour 2022 et 2023 surtout. C'est pourquoi justement plus de clients avec beaucoup de sérénité, quoi. C'est ça. Et voilà, et donc plus d'agilité très certainement pour répondre aux différents aléas, demandes. Et on voit qu'effectivement, programme Industrie du Futur, nouvelles technologies, ça rime pas forcément avec un investissement process, ça peut être aussi de la méthode pure, des indicateurs, une façon de travailler. Émilie, et après Philippe va compléter. Émilie, allez-y. Oui, pour nous, c'est vrai que c'est pas tout à fait sur le process qu'on a travaillé un tout petit peu sur le process, mais très peu. Mais c'était plus sur
le management, l'organisation, l'organigramme, qui fait quoi. C'est complètement fondamental, différent. Philippe. Et en effet, ça mérite d'être souligné. Dans les programmes Industrie du futur portés en Occitanie, mais partout en France, il y a 6 piliers clés. Donc oui, il y a de la technologie, oui, il y a de la connectique, oui, il y a de l'IoT et tout ce qu'on veut, mais il y a aussi une branche qui s'appelle l'innovation organisationnelle. Et c'est une technologie d'organisation et qui a toute sa place. En gros, si les processus industriels évoluent, les machines se mettent à parler entre elles, les unes avec les autres, nous apporter de l'information. Il y a un enjeu humain derrière cette sphère technologique où il faut aussi changer. Qui est fondamental. Et c'est un axe de l'industrie du futur. Oui, je voulais Oui, juste Aude. compléter pour rebondir sur le panorama de l'industrie agroalimentaire en région, qui est composé, donc on l'a vu, de petites entreprises. Industrie du futur, ça peut peut-être leur paraître pas pour elles, mais on voit bien qu'au contraire, c'est fait aussi pour elles, qu'il y a des Faut pas leviers à avoir peur du trouver, terme. et que par des programmes et des experts, il y a des choses sur mesure à trouver. Et notamment sur la période, sur la phase de diagnostic, il peut y avoir une prise en charge jusqu'à 100% par l'État et la région. Donc aussi une manière de mettre un pied dedans sans investir, si ce n'est du temps et de l'envie. C'est très clair. Merci à vous, merci pour ce témoignage. Je vous propose de rester avec moi et de vous mettre à ma gauche pour la séquence de questions-réponses qui interviendra tout à l'heure. Mais nous enchaînons avec un second focus sur l'angle de la RSE. Donc Anne revient pour une courte intro et j'ai le plaisir aussi d'appeler David Marguerite, responsable production de la société Ballot-Flurin. Mais tout d'abord, quelques mots sur l'enjeu de la RSE, Anne. Oui, déjà, je voudrais un petit peu définir ce que c'est quand même la RSE avant de laisser la parole à David qui va nous illustrer tout ça. Du coup, la RSE, c'est vraiment l'intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et environnementales dans leurs activités commerciales et dans les relations avec leurs parties prenantes. C'est vraiment finalement comment elles vont intégrer le développement durable quelque part dans leur stratégie et surtout dialoguer avec les parties prenantes. Donc on peut voir aujourd'hui que c'est vraiment un avantage compétitif. Une étude de France Stratégie de 2017 montre que les entreprises qui sont engagées dans une démarche RSE ont 13% de performance en plus par rapport aux entreprises qui ne sont pas engagées. Ça permet aussi une vision à long terme, donc en limitant les risques et en assurant donc la pérennité des entreprises. Et en fait, la RSE va poser des questions autour de l'innovation. Elle accélère l'innovation tout en elle va permettre de créer de nouveaux revenus pour les entreprises, donc ouvrir de nouveaux marchés et surtout pérenniser les marchés actuels. Elle va permettre de générer des économies. On l'a vu donc tout à l'heure au niveau des défis, de l'eau, de l'énergie, des emballages. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, des matières. Elle va permettre de réduire les risques, puisqu'il y a toute une analyse de risque à faire aussi en amont. Accroître la productivité, la mobilisation des salariés. Donc en fait, vraiment, je pense que par rapport à tous les enjeux que l'on a vus, ça peut vraiment être un levier. Donc elle contribue vraiment à l'attractivité des entreprises, justement en travaillant notamment sur tout ce qui est qualité de vie et conditions de travail, qui est vraiment important aujourd'hui justement pour les problématiques de recrutement. Ça, c'est vraiment une priorité, quoi. Exactement. Alors, merci effectivement pour avoir bien mis en exergue ces enjeux. On va les illustrer avec la société Ballot-Flurin, spécialiste des produits de la ruche, une société véritablement pionnière finalement de ces grands enjeux de RSE, une société connue notamment pour ses produits phares, extraits alcooliques de propolis et extraits à queue, mais plus de 170 références, soit 1,5 million d'unités produites par an sur le site de Maumurguet, près de Tarbes, avec une grande diversité de conditionnements. Une entreprise précurseur de la bio. Sa dirigeante Catherine Flurin est la première apicultrice bio de France. Elle est à l'origine du cahier des charges du miel bio, à l'origine aussi du cahier des charges de la cosmétique bio. C'est une entreprise de 70 salariés avec d'ailleurs une forte expertise, des techniciens, des ingénieurs. David Marguerite, vous êtes donc le responsable production. Alors tout d'abord, quand on dit que Ballot-Flurin est une entreprise pionnière, justement, vous pouvez illustrer cela. C'est un engagement de longue date. Effectivement, vous l'avez très bien souligné, Pierre. Catherine, donc notre fondatrice, qui est
à l'origine de Ballot-Flurin, a commencé comme apicultrice à Cauterets et nous a amené vers la société qu'on est maintenant de 70. Le terme de RSE n'existait pas vraiment encore à cette époque-là, mais toutes ces valeurs qu'ont présentées Anne tout à l'heure et l'équipe vivent à l'intérieur de Catherine depuis tout ce temps-là. Donc comme vous le disiez tout à l'heure, la mise en place du cahier des charges de l'apiculture bio, elle était un peu vue comme une extraterrestre à cette époque-là, mais tout ce volet responsabilité sociétale et environnementale de la prise en compte de la biodiversité, de l'approvisionnement des matières premières au plus près de l'entreprise on fait partie de notre grandissement, oui, et de là où on est arrivé. Pour aller un tout petit peu plus loin, effectivement, sur la slide, on peut voir que Catherine privilégie l'homme plutôt que la machine. On a assez peu de matériel d'automatisation, juste surtout pour des séries qui commencent à grandir un peu et préserver l'homme et la femme, surtout chez nous, beaucoup de femmes dans les effectifs sur les troubles musculo-squelettiques pour préserver la santé de nos employés. Et effectivement, voilà une politique globale appelée RSE maintenant, mais qui existe depuis 20 ans chez nous. Alors si on parle peut-être déjà de ce qui fait votre cœur de métier, vos approvisionnements, l'apiculture douce, qu'est-ce que c'est exactement ? Donc l'apiculture douce, elle est sur d'une certaine manière la base de l'apiculture bio qu'elle a mis en place avec Ecocer, mais avec un respect de l'abeille et de ses rythmes biologiques plus important encore que l'apiculture bio, c'est-à-dire qu'on va dans les principes de l'apiculture, en général, on récolte tout ce que les abeilles ont produit. Nous, on va leur laisser de quoi vivre l'hiver, plutôt que de venir les nourrir avec des artifices, d'une certaine manière. On leur laisse leur vie l'hiver pour avoir des colonies plus fortes à la reprise au printemps, par exemple. Donc, on travaille avec les calendriers lunaires, on écoute les ruches. Voilà, il y a une vraie prise en compte de la vie de l'abeille dans le cahier des charges de l'apiculture. Très grande sensibilité effectivement au bien-être finalement de l'abeille. En effet, j'ai eu l'occasion d'interviewer Catherine Flurin qui était en pleine transhumance. Et donc la transhumance, quand on déplace les ruches, elle me disait, voyez, pour déplacer les ruches, nous on le fait la nuit. Et on le fait dans une fourgonnette qui a les portes ouvertes et qui roule très lentement de façon à les perturber le moins possible. Le moins possible. Et en allant le moins loin possible. Il y a des apiculteurs, même en bio, qui peuvent partir faire des transhumances de plusieurs centaines de kilomètres pour aller sur des floraisons particulières. Nous, on s'interdit ce genre de pratique. Donc ça va très loin. On pourrait égrener les exemples, mais vraiment, ça va dans le détail. Apiculture, et puis aussi vous avez des extraits de plantes, et là il y a une volonté d'aller vers l'autonomie et puis toujours vers le local. Très donc même si on continue à sourcer chez des acteurs proches français, en très très majeure partie, on a pris le parti d'aller vers l'autoproduction et l'autonomie au maximum. Alors ça représente des volumes de plantes qui peuvent être assez importants, même si effectivement 1 500 000 pièces sorties par an, c'est pas non plus énorme, mais ça représente un assez gros volume de plantes et qui sont relativement diversifiées. Et avec les bouleversements climatiques, c'est aussi de plus en plus difficile. Mais le travail en permaculture et la réflexion autour de l'économie d'eau et de la consommation d'eau dans les plantes nous permet de monter en puissance sur cette autoproduction. Ouais. On a parlé de l'approvisionnement. Les méthodes de fabrication, vous en avez dit 2 mots. Très peu de technologies modernes. En fait, l'enjeu, c'est pour vous de respecter le produit et donc notamment d'éviter les ondes électromagnétiques, ce qui fait que vous êtes plutôt sur des process mécaniques. C'est bien ça ? Exactement. Comme on disait tout à l'heure, la machine n'intervient que là où l'homme ne peut pas intervenir tout seul. Donc on part sur des fabrications qui sont effectivement dans le respect des matières et aussi dans
au maximum dans le respect de la planète. On part sur comme c'est noté sur la slide, sur des fabrications à froid. On est plutôt sur des longues macérations. On vient éviter d'avoir le facteur énergétique à chauffer pour accélérer les extractions, qui fait qu'effectivement les matières premières sont respectées au maximum et que ça nous demande de moins en moins d'énergie pour être encore une fois le plus autonome possible. Économie d'énergie, c'est évidemment un sujet pour vous, compte tenu de la situation. Effectivement, et on a pour projection on a presque dans l'obligation d'augmenter la taille de l'entreprise, donc on sera en autofabrication de nos laboratoires de fabrication, et ces technologies low-tech nous permettront au maximum d'être complètement autonomes en énergie, voire sur la réflexion producteur d'énergie, ouais, effectivement. On a parlé approvisionnement, on a parlé méthode de fabrication, et si on parlait des lieux de fabrication, j'allais dire bâtiment, mais c'est bien plus que ça. Le terme que vous employez, c'est écocentre. C'est ça, c'est notre écocentre, notre écolieu de fabrication. Ballot-Flurin a investi une ancienne menuiserie dans un centre-bourg à Maubourguet. Donc il y a un petit plan un peu fait à la main. On peut se rendre compte qu'en fin de compte, toute l'activité de l'entreprise est centrée ici. On a des bâtiments administratifs, on a une boutique en propre, on a le laboratoire de création, de préparation, mais aussi on a dans le fond là, un jardin en permaculture et une maison qui sert à la fois de lieu de réunion, de bureau et de salle de pause, qui font qu'on a un cadre de vie presque comme si on était à la maison, quoi, familial. Le jardin, l'été, avec les légumes pour manger, les petites plantes comme le basilic et tout ça pour agrémenter nos repas le midi. Et voilà, donc on a vraiment une qualité de vie à travers ça qui répond par exemple à ce que Anne et l'équipe disaient tout à l'heure sur le recrutement. C'est ce que j'allais vous avez des problèmes de recrutement ou non, et c'est l'inflation? Non, c'est l'inflation plutôt, de CV. Voilà, c'est un peu l'inflation de CV, ouais, effectivement. Ce qui est rare effectivement dans le secteur. Et puis des projets pour le futur avec des nouveaux bâtiments ou des nouvelles installations. Donc c'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. On a la chance d'avoir une entreprise qui continue à grandir, et que le fait d'être en centre-bourg, donc du coup il y a accessibilité à des petits restos, tout ça, une vie de centre, il y a la crèche pour les enfants et tout, mais il y a une pression mobilière qui fait qu'on commence à avoir des manquements de place et de production et de stockage. Et l'entreprise, moi quand je suis arrivé il y a 5 ans, on était 35, on est passé à 70. Dans les mêmes locaux, donc ça commence à devenir un peu serré, mais on ne peut pas s'agrandir sur le lieu où on est. Donc on est en train de réfléchir à un nouveau lieu de fabrication, toujours sur les mêmes bases, mais avec des bâtiments bioclimatiques, avec des matériaux nobles et renouvelables. Voilà, c'est ce que je mets là, du bois, du liège, de la terre, du verre, tout en respectant bien sûr la réglementation dont on parlait tout à l'heure sur l'aspect sanitaire des labos pour les fabrications. Alors ça serait où et quand et quel horizon? Horizon 2025, espérons-le, et où à 5 km de Maubourguet, en campagne, en hauteur, ce qui nous amène à avoir des bâtiments qui viendront se fondre dans la nature. Ouais. C'est un des projets. Je crois qu'il y a aussi un autre projet, vous me disiez, au pied des montagnes. Il y a des projets aussi de travail avec des eaux actives, notamment les eaux thermales des Pyrénées, et avoir ce type de bâtiment. Probablement, je l'espère, je croise les doigts, c'est aussi un des projets qui me tient à cœur, au pied du Pibest, à l'entrée de la vallée des Gaves. Ouais. D'accord, bon, effectivement, ça fait rêver. Et puis, dernier point, David, c'est effectivement, alors vous avez titré votre diapo l'égalité des chances, l'égalité femmes-hommes. Exactement, oui. Je trouvais que c'était aussi important de pouvoir en parler ici. C'est un sujet dont on entend dans l'actualité assez régulièrement. Je dirais qu'on a la chance d'avoir une fondatrice, et que au sein de l'entreprise, il y a vraiment une égalité des chances, et pas du tout alors c'est un mot qu'on n'aime pas, mais de discrimination sexuelle, entre guillemets, qu'on soit homme ou femme dans l'entreprise chez Ballot-Flurin. On a autant de chances de pouvoir évoluer, de pouvoir avoir des responsabilités, d'avoir son mot à dire, et il y a vraiment une très très grande ouverture à ce niveau-là. Ouais.
Merci David pour ce témoignage. Ce que je vous invite maintenant à faire, eh bien, c'est d'abord que Catherine nous rejoigne pour la séance de questions-réponses. Nous sommes au complet et je vois, est-ce que Aude est là? Oui, pardon, je ne vous voyais pas. Nous sommes bien au complet sur cette séquence introductive. Donc c'est le moment eh bien, des échanges, des questions. Est-ce que vous avez des interrogations, soit à la fois très concrètes sur eh bien, les dispositifs qui vous ont été présentés ou bien les témoignages des deux entreprises, Ballot Flurin et Café di Costanzo. On a un micro qui peut circuler dans la salle. Des questions? Si pas de questions, alors moi j'en ai une quand même parce qu'effectivement on vit une situation très particulière avec une crise énergétique qui fait suite à une crise des matières premières. Est-ce que ce qu'on vient de se dire sera encore pertinent dans les prochains mois et pour l'année à venir, ou est-ce que d'ores et déjà les uns et les autres vous estimez qu'il faut avoir si pas des plans d'urgence, en tout cas des adaptations très concrètes pour faire face à la situation? Qui veut répondre? Anne pour l'AREA Occitanie. J'avais envie pour les entreprises, l'intérêt de tout ce qu'on est en train de montrer, c'est qu'elles sont agiles. C'est ce qu'on est en train de voir avec Ballot Flurin, c'est ce qu'on a vu aussi avec vous, madame. C'est effectivement cette agilité. Donc je pense que justement, là, c'est de les préparer à toutes ces situations. Donc tout ce qu'on est en train de se dire maintenant, oui, ça sera toujours aussi valable dans les mois, dans les années à venir, pour que les entreprises soient vraiment, cette agilité, ça nous paraît fondamental. Et c'est ça, on est en train de les armer pour ça en fait. C'est ça. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on disait avec Émilie, c'est finalement se structurer pour gagner en capacité d'adaptation. Ça a été effectivement votre point de départ et ça sera encore vrai effectivement pour la suite. J'ai l'impression. Se structurer, et nous, alors on n'est peut-être pas aussi, on va dire, aussi perfectionniste que Ballot Flurin. Néanmoins, on est depuis le début, depuis 15 ans, on a mis en place des cafés bio. C'est vrai on sait pertinemment que nous, pour le coup, on est obligé d'importer du café d'ailleurs. Donc c'est vrai qu'on s'est parfois avec Étienne posé la question si on parle de RSE. Alors ça, oui. s'il fallait qu'on continue à travailler, en tout cas dans cette entreprise qui était la nôtre. Donc on a plutôt penché pour des cafés effectivement haut de gamme, de qualité, avec de la traçabilité, des cafés durables par le côté café de forêt. C'est vrai que on a pris ce parti depuis 15 ans. Ouais. Depuis 15 ans. Donc on le met en avant. Donc là, on va être labellisé zéro déchet. Donc on arrive à mettre en avant beaucoup de choses, en place beaucoup de choses. Après, est-ce qu'on en fera suffisamment? L'avenir le dira. David, si ce micro fonctionne. C'était le mien, normalement. C'est bien. Oui, il fonctionnait, ouais. Non, alors nous, on est dans cette lignée-là. L'agilité fait partie de l'entreprise. Effectivement, on a la chance d'être sur un secteur où on peut s'autoproduire et produire en France. Bon, le miel, vu la quantité qu'on utilise, on n'est pas autoproducteur. Ce serait vraiment c'est d'assez belles quantités, même pour une entreprise de notre taille. Il faut malgré tout rester vigilant sur l'aspect climatique, la géopolitique qui bouleverse énormément de choses, oui, sur l'approvisionnement des matières premières, sur l'approvisionnement des composants. Le verre devient par exemple un marché très tendu et il faut continuer à se réinventer tous les jours, voire même toutes les demi-journées. Parfois ça bouscule un peu les équipes, mais c'est une nécessité de pérennisation des entreprises où il faut avoir du plan B, C prime même parfois. Oui. Et l'enjeu de la relocalisation, c'est peut-être aussi face à une concurrence qui va peut-être s'approvisionner un peu partout dans le monde. Disons que effectivement, nous 2020, les soucis Covid et soucis, on va dire, approvisionnement mondiaux, vu qu'on était déjà depuis le début sur de l'approvisionnement local, ultra-local, on n'a eu quasiment aucun souci d'approvisionnement. Ce qui a probablement pas été le cas de certains de nos concurrents qui vont chercher des matières premières un petit peu au-delà de certaines mers, par exemple. Et que voilà, ce genre
d'approvisionnement lointain finira certainement par leur poser un problème. Plus à risque, Oui. effectivement, Nous, le sourcing. ça n'a rien changé et nous a permis d'avoir une sacrée croissance en 2020. Ouais. Merci à vous, merci à tous nos Pierre. intervenants. Vous pouvez les applaudir pour effectivement leur témoignage et leur expertise.